Été 1874, Chicoutimi. Des ouvriers déménagent un vieux cimetière. Un travail plate, payé à la journée jusqu'à ce midi-là. Un homme lâche s'appelle et prononce la phrase qui va hanter la ville pendant un siècle, « Venez. Je viens de lever MacLeod. » Dans le cercueil, un mort enterré depuis 22 ans. Le pantalon, en poussière. Les os, nus. Mais le cœur lui, est intact. Et ce cœur-là appartient à l'homme qui a fondé Chicoutimi. J'ai vu avec eux le cercueil ouvert. Le pantalon était en poussière. Il n'y avait que des os. Mais les intestins et le cœur étaient bien conservés et humides. Ce qui fait dire que MacLeod a dû être empoisonné. Empoisonné. Le mot est lâché, une rumeur, jamais prouvée, mais tenace comme une tache de résine. Quant au reste, le patron de la ville, le patron de la scierie, du magasin, du quai répond, froid comme une porte de coffre-fort, « Je ne veux avoir rien à faire avec cela. » Ce patron s'appelle William Price. Et s'il y a quelqu'un que la mort de Peter MacLeod a bien arrangé, c'est lui. Pour comprendre pourquoi tout un pays a voulu croire au poison, il faut reculer de 36 ans. Voici l'histoire qui s'en vient, un territoire habité depuis des millénaires, verrouillé 200 ans par un monopole de fourrure, puis, ouvert, par 21 habitants de Charlevoix partis forcer la porte en pleine crise. Et 5 ans plus tard, tout ce qu'ils ont bâti, les moulins, les bateaux, le pays au complet, appartient à un seul homme. Un homme qui n'y a jamais vécu. Ceci est l'histoire de l'ouverture du Saguenay. La vraie. Le décor d'abord, parce qu'il joue un rôle dans le crime. Un fjord creusé au glacier, parmi les plus grands du monde, 300 mètres de parois sur une eau noire et salée. Un voyageur parlera d'une dernière empreinte du chaos. Mais méfiez-vous du décor. Ce chaos n'a jamais été vide. Depuis des millénaires, les Inuits l'habitent, le nomment, le parcourent. Ils ont un mot pour dire tout ça, Nitassinan. Notre terre. Tout le reste de cette histoire se passe chez quelqu'un. Ce pays-là, l'Europe ne le conquiert pas, elle lui serre la main. 1603, près de Tadoussac, le grand chef Anadabijou scelle avec des Français une alliance entre nations. Pas de conquête, pas de cession. Là-dessus s'ouvrent 2 siècles de fourrure et le petit poste de Chicoutimi produira un temps plus de pelleterie que tout le reste du Canada. Mais le commerce voyage avec ses maladies. Un témoin racontera, et sa phrase glace encore, la petite vérole a souvent enlevé 50 à 100 personnes dans un jour. Là où l'on comptait 500 familles, il en reste 50. Le pays n'est pas vide. On l'a vidé. Et pourtant, Défense d'y planter une clôture. En 1652, une colonie ruinée par les guerres a une idée de comptable, réserver tout le Saguenay au commerce de l'État. Le domaine du roi. Le principe tient sur un timbre-poste, un locataire unique, le monopole des fourrures, et personne qui défriche, s'installe ou bâtit un clocher. Une clôture invisible, grande comme un pays. Détail énorme, admis par le pouvoir lui-même en 1767. Ces terres, écrit le gouverneur britannique, n'ont jamais été cédées ni achetées. Cette phrase l'adore dans les archives. Elle n'a pas fini de se réveiller. En 1821, la toute-puissante compagnie de la baie d'Hudson avale sa rivale, puis rachète le bail du territoire, 25 000 livres comptant. Une fortune. Pour un pays où la fourrure s'épuise? Voyons donc. La compagnie ne paie pas pour le castor, elle paie pour le cadenas. Sauf qu'un bail vient avec une échéance, écrite noir sur blanc, le 1er octobre 1842. Apprenez-la par cœur à l'époque, tout Charlevoix la connaissait mieux que son catéchisme. Et de l'autre côté du mur, on regardait le calendrier en aiguisant les haches. De l'autre côté du mur, à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul, aux éboulements, on étouffe. La population double presque en une génération, et il ne reste plus un arpent de bonne terre à donner. Les historiens diront,
un prolétariat rural en mal d'établissement. Les familles avaient un mot plus court, la misère. En 1828, l'Assemblée finance enfin une expédition derrière le mur. Pour explorer le pays interdit, les commissaires doivent louer leurs canots aux locataires du monopole. C'est demander au gardien de la prison de vous prêter sa clé. Nous nous trouvâmes à la vue de la baie des qui est sans contredit la baie la plus magnifique que j'ai jamais vue. Tout ce qui croît à Montréal croîtrait ici. Des fonctionnaires en mission officielle, et l'enthousiasme déborde, peint rouge sur les hauteurs, Havre pour vaisseau de première classe, climat digne de Montréal. Conclusion officielle, il serait désirable d'y former des établissements. Dans Charlevoix, on n'attendait que ça. Une première pétition part au printemps. Silence. 6 ans plus tard, 1800 signatures, portées par un marchand surnommé Picoté. Retenez ce nom-là. L'homme des pétitions. Soyons francs sur les motifs, les documents le sont. L'argument officiel, c'est le manque de terre. Mais le plan déposé avec la pétition est un plan bâti sur le commerce du bois. Picoté n'est pas un défricheur en guenilles, c'est un marchand de bois. Et depuis 1832, son nom revient, page après page, dans les livres de comptes d'un négociant de Québec, William Price. Réponse du gouvernement, mars 1836, rejeté. L'État a des arrangements avec la compagnie. Dès 1828, pourtant, le seigneur des éboulements avait tout prédit, la colonisation du Saguenay sera l'affaire d'un gouvernement ou d'une fortune colossale. Elle va se réaliser au mot près. La compagnie, elle, tente le grand bluff, couper le bois elle-même. Décembre 1836, elle se donne un permis pour 60 000 billots de pain. Bilan après tout un hiver de chantier, 10 000 qui traînent encore dans le bois au printemps. Un de ses traiteurs l'écrira, amer, ce permis a porté le coup de mort à nos intérêts dans les postes du roi. On ne s'improvise pas bûcheron. Et un permis de coupe dont plus personne ne veut, ça devient soudainement très intéressant. D'autant que le Bas-Canada prend feu pour de vrai, l'automne 1837, c'est celui des rébellions. C'est le moment que choisit le grand patron de la compagnie pour refiler son permis à des marchands canadiens-français, un geste d'apaisement dans un pays en flammes, calcule-t-il. Le 23 septembre 1837, l'offre part vers la Malbaie. Une seule condition, un cautionnement de 641 livres. Autant dire la lune, pour des habitants. Alors, d'où l'argent va-t-il sortir? Excellente question. La réponse est déjà assise dans un bureau de Québec. Le 9 octobre 1837, à la Malbaie, Thomas Simard et Picoté rassemblent 19 voisins devant le notaire. Des Harvey, des Tremblay, des Villeneuve, la moitié de Charlevoix. Chacun met 30 livres et demi sur la table, et la société des 21 est née. Faites le calcul, ça couvre à peine le cautionnement. Qui paie le reste? Les livres de Price ont gardé un détail savoureux. Le 10 octobre, le lendemain même, Price signe une obligation de 1050 livres envers l'agent de la compagnie. 6 jours plus tard, le permis atterrit chez les 21. Coïncidence? La compagnie ne s'est jamais fait d'illusions. Notre permis, écrira-t-elle, a été vendu à la première entreprise de bois au Canada, la compagnie William Price. 120 ans plus tard, l'historienne Louise de Chêne épluchera cette comptabilité ligne par ligne, et sa conclusion fait encore mal, les 21 n'ont peut-être jamais été autre chose qu'une création de William Price. D'autres historiens plaident le partenariat inégal, mais réel avec un projet inavoué bien plus grand que le bois, mettre le gouvernement devant un fait accompli. Le film ne tranchera pas, les archives de la société ont été détruites. Une seule certitude, sans l'argent de Price, personne ne part. Et si vous vous demandez ce que tout ça a à voir avec un cercueil tout, chaque chose en son temps. Le 25 avril 1838, dans le petit matin froid, 27 hommes embarquent sur une goélette au quai de la Malbaie. Les provisions et les outils viennent du magasin de William Price évidemment. Ils partent couper du pain,
Aucun ne se doute qu'il s'en va fonder un monde. Passé Tadoussac, il change de planète, la glace du fjord vient tout juste de lâcher. Première escale, des hommes débarquent, mission moulin. Deuxième escale, d'autres hommes, un autre moulin. Vous voyez le plan. La société ne fonde pas un village, elle sème des scieries comme on sème de l'avoine. À Lens-Saint-Jean, surprise, des gars venus à pied par les bois sont déjà au travail. 14 hommes se détachent alors du groupe, une chaloupe, une petite barge et des bras. Ils remontent le fjord à la rame, des journées entières, sous des caps de 300 mètres qui leur envoient chaque coup d'aviron en écho. Au matin du 11 juin 1838, la baie d'Ea s'ouvre devant eux, immense. Ils accostent exactement là où se dresse aujourd'hui le musée du fjord, et montent un camp de bois rond, 18 pieds sur 12. Pour 14 hommes. Puis les éclaireurs partent inventorier le trésor promis, et reviennent la mine longue, le long des rivières, le Grand Pain se fait rare. Le rapport est si décevant qu'on parle d'abandonner. Tout lâcher. Rentrer. Il reste. Personne n'a laissé de journal pour dire pourquoi. Peut-être simplement parce que derrière eux, à la Malbaie, il n'y avait plus de place. Quand on n'a nulle part où reculer, ça s'appelle avancer. L'été passe à bâtir une écluse, une dalle, des camps. Puis, le 20 octobre 1838, une goélette entre dans la baie avec 48 passagers. Des hommes. Des femmes. Des enfants. Officiellement, tout ce beau monde s'en vient faire la pinière. Officieusement? Regardez les berceaux dans la cale. Les familles viennent rester. C'est ici, exactement ici, que la coupe de bois devient une colonie, et que la colonie devient illégale. Le permis autorise à couper des arbres. Pas à semer, pas à s'établir. Ils vont faire les deux. Chacun se construisit du mieux qu'il put une petite maison en bois rond, couverte d'écorce de bouleau, n'ayant que quelques ouvertures étroites pour laisser pénétrer la lumière. Puis l'hiver ferme le fjord comme un couvercle. Pour rejoindre la Malbaie, la glace, puis 120 km de raquettes à travers le bois. Cet hiver-là, la mort passe 2 fois et 2 hommes, sans prêtre, sans sacrement, sans même que leur nom se rende jusqu'à nous. Et pourtant, au printemps, les curés comptent 336 âmes. En un an, une poignée de bûcherons est devenue un village. Semer est toujours interdit, le père Alexis Simard sème quand même. Et faute de cloche, on appelle à la prière en frappant une lame de scie. Tout le Saguenay tient dans cette image, la foi, le culot, et l'outil de travail qui sert à tout. À Tadoussac, la compagnie regarde tout ça et s'étouffe. Au printemps 1839, son agent somme un colon, Michel Simard, de déguerpir. Simard refuse. La tradition raconte la suite avec gourmandise, la compagnie envoie une trentaine d'hommes, Simard, tout seul, propose au chef de l'expédition un duel au fusil, et la petite armée rembarque sans demander son reste. Vrai? Enjolivé? Honnêtement? On ne le sait pas. Mais l'anecdote dit une chose très vraie, on ne déloge pas des familles avec des lettres de sommation. Le rapport de force vient de basculer. Sur papier, tout avance, dès 1840, Price expédie ses premiers madriers du Saguenay vers l'Angleterre. Puis la rivière donne son avis. Au printemps, les estacades cèdent, 12 000 billots de pain, une saison complète de sueur et de crédit partent à la dérive dans la baie. L'année suivante, rebelote. Et un feu de forêt manque de raser la colonie, sauvée in extremis par un orage. Pour des actionnaires endettés jusqu'au cou, c'en est trop. Et l'homme qui tient leur compte attend, à Québec, sans faire de bruit. Alors s'enclenche la mécanique silencieuse. Pas de drame, pas d'éclat de voix, juste des signatures. En 1840, 8 actionnaires vendent leur part à William Price. En juillet 1842, devant notaire, la société lui cède tout le reste, les moulins, les chantiers, les bateaux, les goélettes. Avec, glissé dans l'acte,
une petite clause qui vaut tout le film, à déduire leurs dettes. Car beaucoup ont acheté leurs provisions à crédit, au magasin de Price. Relisez bien, l'homme qui rachète leur part est aussi celui qui tient leur compte. On a vu des parties de cartes plus équitables. Le bilan, maintenant. En 5 ans, les 21 ont bâti 9 scieries, sur 9 rivières. En 1842, tout ça s'appelle Price. Dechêne y verra le génie du montage. En monopolisant tous les cours d'eau, Price n'aura jamais de concurrence. Les 21 pensaient se bâtir un pays, ils lui ont bâti un empire. Mais soyons justes, les familles, elles, ont gagné leur pari inavoué, enraciné, indélogeable. Les colons ont eu la terre, Price a eu tout le reste. Enfin, presque tout. En amont du fjord, il reste une place que son argent ne peut pas acheter. Le vieux poste de Chicoutimi. Et l'homme qui s'apprête à s'en emparer, vous le connaissez déjà, c'est celui du cercueil. Peter MacLeod naît ici même, à Chicoutimi, vers 1808 dans la maison du poste du roi, précisent les registres. Son père, un Écossais dur comme le granit, gardien du monopole. Sa mère, une femme montagnaise. Son nom? Aucun document ne l'a gardé. Mesurer l'injustice, c'est d'elle que le fils tiendra ses terres et l'histoire n'a même pas noté son nom. Le garçon grandit à cheval sur 2 mondes et apprend tout des 2. À 28 ans, son père lui remet les affaires de la famille. Et avec les affaires, les dettes. Car les MacLeod, comme tout le monde dans ce pays, doivent de l'argent à William Price. Ou 1842. Pendant que Price avale les moulins des 21, MacLeod joue sa propre carte. Avec sa femme, Joseph, son fils et 23 hommes, il plante son campement à l'embouchure de la rivière du Moulin, sur les terres qu'il dit tenir de sa mère. La ville a tranché depuis longtemps, ce campement-là, c'est la naissance de Chicoutimi. Pourquoi lui? Parce qu'il détient la seule arme que l'argent de Price ne peut pas acheter, son droit de naissance. Allez donc déloger un homme de chez sa mère. En novembre, il s'associe avec Price et dans le contrat, une clause prévoit noir sur blanc de faire valoir ses droits de naissance auprès du gouverneur. Son identité devient un actif comptable. La compagnie plie. Échec et mat. Ce qui sort de terre ensuite tient du prodige. Scierie, magasin, quai, bateau à vapeur, en 1852, la scierie du bassin est la plus grosse du Saguenay, 120 hommes, 3000 madriers par jour, un village de 1200 âmes. 10 ans plus tôt, il y avait ici 12 familles et un comptoir moribond. Mais il faut peindre notre fondateur en entier, le bâtisseur est aussi un patron dur. Ses ouvriers sont payés en piton, une monnaie maison qui ne vaut qu'à son magasin. Malade? 5 shillings de pension par jour perdu. Hypothèque, expulsion, un enquêteur du gouvernement documentera tout. L'homme qui s'est libéré par son droit de naissance applique aux autres la machine exacte qu'il écrase lui-même. Et pourtant le même homme, la même année. Les montagnais du lac Saint-Jean le choisissent comme chef. Le 12 juillet 1851, à Chicoutimi, 38 Inuits signent une procuration, Peter MacLeod parlera pour eux. 4 jours plus tard, 2 notaires signifient à la couronne un protêt. Écoutez bien. 175 ans plus tard, il n'a pas pris une ride. Les dites terres sont la propriété des 10 sauvages montagnais depuis un temps immémorial. Le gouvernement ne peut, sans être en contravention à toute loi existante, vendre leurs terres sans avoir transigé préalablement avec eux. La couronne d'Angleterre, en conquérant le pays, n'a pas conquis leur droit de propriété. Défense de vendre nos terres sans traité. Or aucun traité de cession n'a jamais été signé ici. Jamais. Le protêt reste sans réponse. Voilà peut-être l'image la plus juste de Peter MacLeod, l'associé du plus grand marchand de bois du pays, debout devant la couronne, portant la dernière protestation foncière des Inuits du Saguenay. Un homme des 2 mondes au moment précis où un monde avale l'autre. La fin est déjà en route. Malgré 10 ans de scierie qui roule à plein, sa dette envers Price a plus que doublé.
cherchez l'erreur ou plutôt, cherchez le magasin. En 1850, Price demande la dissolution de leur société et prend hypothèque sur la Grande Syrie. Puis MacLeod tombe malade. Un mal mystérieux, disent les sources, qui durera 18 mois. Price engage même un second médecin pour veiller sur lui. Retenez ce détail, la rumeur va s'en servir. À la mi-septembre 1852, Peter MacLeod meurt. Jamais baptisé, il est enterré près de la vieille chapelle, le cimetière de 1874, vous y êtes déjà allé. Ses deux fils sont mineurs et illégitimes devant la loi. Leur curateur et principal créancier de la succession s'appelle William Price. Une signature et tout le Saguenay industriel tient dans une seule main. Alors, empoisonné, oui ou non? Voici tout ce que l'histoire peut jurer. La maladie, documentée, 18 mois. Les soins, documentés. Une preuve de poison, aucune. Jamais. Mais la rumeur, recueillie dans la propre parenté de MacLeod, dit à sa manière une vérité que les actes notariés confirment platement, sa mort a fait l'affaire de William Price. Le dictionnaire biographique du Canada l'écrira sans gants, par-delà la légende, MacLeod aura été le prête-nom de Price, condamné à jouer le second violon. Le cœur intact ne prouve rien. Il dit seulement, mieux que n'importe quelle archive, ce que Chicoutimi n'a jamais cessé de penser tout bas. Le 2 octobre 1842, le vieux monopole meurt pas d'un coup d'éclat, d'un renouvellement de bail. Au printemps, les arpenteurs découpent les cantons et légalisent, lot par lot, plus de 2000 personnes qui n'avaient pas le droit d'être là. Voilà la vérité de l'ouverture, la porte n'a pas été défoncée. Elle a été poussée de l'intérieur, pendant 4 ans, jusqu'à ce que la loi, essoufflée, donne raison à tout le monde. Mais chaque porte qui s'ouvre se referme sur quelqu'un. Pour les Inuits, les mêmes années racontent l'histoire à l'envers. La traite s'effondre, les territoires de chasse reculent devant les chantiers, les requêtes s'empilent sans réponse. Le mur qui enfermait le Saguenay protégeait aussi ceux qui l'habitaient. En tombant, il leur est tombé dessus. Restent les hommes et leurs additions finales. Picoté, l'homme des pétitions, meurt à la Malbaie avec un seul bien. Un petit moulin et bien maigre bilan, écrira son biographe, pour un homme qui a bâti l'empire d'un autre. Price meurt en 1867 dans son manoir près de Québec, et sur les hauteurs de Chicoutimi, on lui élève un monument. Allez le voir, il domine encore la ville. Les monuments, c'est comme les dettes, ça survit longtemps à ceux qui les signent. Alors, qui a ouvert le Saguenay? 21 braves de la Malbaie, disaient les livres d'école. C'est vrai, et c'est trop court. Il a fallu la misère de Charlevoix. Le courage de familles qui ont passé des hivers dans des cabanes d'écorce. L'argent d'un marchand qui n'a jamais vécu ici. Et un métis qui a retourné son droit de naissance contre le monopole. Non, le Saguenay n'a pas été découvert en 1838. Il a changé de main. Et personne n'a signé de traité. Les descendants des 21 se comptent aujourd'hui par dizaines de milliers, ceux d'Anadabijou sont toujours là, eux aussi. L'histoire continue. Au prochain chapitre, le bois devient papier, la rivière devient électricité et le pays, vous connaissez la chanson maintenant, change de main une seconde fois.